Citoyens, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Odyssées de l'Histoire, où nous allons aborder la deuxième partie de notre vidéo sur le rapport entre Napoléon et l'Antiquité. Si vous n'avez pas eu notre première vidéo, nous vous conseillons de la regarder en cliquant ici. Avant de plonger dedans, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Chers citoyens, découvrez dans la description ci-dessous comment soutenir notre cause, que ce soit en nous aidant via Tipeee, en nous suivant sur les réseaux sociaux, en faisant un don ou en devenant membre de l'association des Cordeliers. Chaque geste compte. Votre soutien, même minimal, est précieux et nous aidera à vous offrir toujours plus de contenu. Alors générique, moteur et chargé! Au relais de ses succès en Italie, qui en ont fait un nouveau César, le jeune général ambitieux arrive à Paris le 15 Frimaire en 5 décembre 1797. Sur la route de Genève, à Coppet, il a refusé de rencontrer M. de Necker, qu'il considérait comme l'un des fomenteurs de la Révolution. Sa fille, Madame de Staël, inventera quelques années plus tard, en 1800, le terme de vulgarité, dans son ouvrage de la littérature considéré dans ses rapports avec les institutions sociales, pour décrire les excès de la Révolution, et peut-être Bonaparte lui-même. Napoléon dira même à son propos « J'ai 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël ». Il finira même par la contraindre à l'exil en Suisse, à Coppet, où elle tiendra salon. Ce n'était manifestement pas l'amour fou entre Napoléon et la famille Necker. Le jour de Noël, il est élu membre de l'Institut, section des arts mécaniques, à la place de Lazare Carnot, connu mondialement pour ses travaux de mathématiques et de géométrie. Bonaparte est reconnu de son temps non seulement pour ses qualités d'officier, d'artilleur, de conquérant, mais aussi comme savant, comme homme d'esprit. Geoffroy Saint-Hilaire nous rapportera plus tard que Napoléon a toujours conservé le regret de n'avoir pas pu suivre ses inclinations scientifiques. Comme nous allons le voir plus tard, il aurait probablement pu devenir un brillant mathématicien. Cette disposition et cet attrait pour les sciences vont trouver un écho avec l'expédition d'Égypte. Si Bonaparte expose d'abord un plan d'invasion de l'Angleterre au Directoire, le 12 janvier 1798, il se rend compte de l'absurdité du projet en moins de 3 semaines, après une tournée d'inspection de Calais à Ostende. Le général Hoche avait perdu 1 an à tenter d'organiser la dite expédition. La flotte française n'avait tout simplement pas les moyens de se confronter à la flotte anglaise, bien plus redoutable sur mer que sur terre. Il abandonne alors le titre de commandant en chef de l'armée d'Angleterre, et le 15 Ventose en 5 mars 1798, le Directoire approuve le principe de la conquête de l'Égypte avec le général Bonaparte à sa tête. Le 12 avril, un arrêté directorial nomme le citoyen Bonaparte général en chef de l'armée d'Orient. Le goût de l'Orient remonte à loin pour Bonaparte. Dans la filiation des Lumières, citons par exemple Voltaire et son Zadig ou Montesquieu et ses lettres persanes, Bonaparte a rédigé dans ses jeunes années, autour de 18 ans, un conte philosophique très court qui relate l'histoire de Hakem, un prince rebelle qui livre une guerre contre le calife de Bagdad en l'an 160 de l'Hégire. Un conte qui s'inspire en fait largement de l'histoire des Arabes sous le gouvernement des califes de l'abbé de Marigny. Comme Alexandre le Grand qui vainquit les Perses du roi Darius III en 333 avant notre ère, qui conquit la Phénicie, l'actuel Liban, se fit proclamer pharaon en Égypte et mena campagne jusqu'en Inde, Bonaparte se voulut un grand conquérant, broya les Mamelouks, conquit l'Égypte et se fit presque musulman, se faisant digne enfant du prophète et favori d'Allah. Au cours de l'expédition, il préside la fête de la crue du Nil, fonde l'Institut d'Égypte, célèbre le prophète et veut même porter le turban et le costume approprié, au point d'être moqué par ses généraux qui l'affublent du sobriquet d'Ali Bonaparte, quand le peuple égyptien, qu'il appréciait, le surnommait le sultan El-Kébir. Bonaparte pense même un temps à convertir toute son armée à l'islam. 2 problèmes se posaient néanmoins. Comment circoncire des dizaines de milliers d'hommes? Quant à l'arrêt de l'alcool, ce n'était clairement pas une option si on souhaitait éviter une mutinerie. L'idée est alors abandonnée. Bonaparte eut même cette phrase célèbre auprès du Conseil d'État le 1er août 1800. « C'est en me faisant catholique que j'ai gagné la guerre en Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. » On voit là de premières concessions faites par Bonaparte aux religions, prélude au futur concordat qui organisera les cultes pendant un siècle avant la grande loi laïque de 1905. Mais revenons au déroulé de la campagne. L'objectif de l'expédition d'Égypte était de couper la route des Indes aux Anglais,
de renforcer la présence française en Méditerranée orientale et de préparer une expansion territoriale plus importante en Asie. Toutefois, cette ambition militaire et géopolitique ne s'arrête pas là puisque les Français mettent en œuvre une expédition scientifique qui viserait à rappeler au monde toute la grandeur de la civilisation égyptienne de l'Antiquité. Encore une fois, Bonaparte et les Français s'inscrivent dans le pas des grandes civilisations antiques. C'est ainsi qu'en 11 semaines à peine, l'expédition est en ordre de marche. À bord de la flotte se trouvent de grands scientifiques comme le naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, les mathématiciens Gaspard Monge et Étienne Louis Malus, le géomètre Joseph Fourier, le chimiste Claude Berthollet ou encore Dominique Vivant-Denon, qui a joué un rôle déterminant dans la mise en place du musée du Louvre, qui avait d'abord pris le nom de Musée Napoléon en 1803. À partir du 13 mai 1798, 13 vaisseaux de ligne, 13 frégates et une corvette, 24 bâtiments légers armés et plus de 300 bateaux de transport partent de Toulon, Marseille, Gênes, Ajaccio et Civitavecchia, transportant 37 000 hommes et 13 000 marins dans les bateaux de guerre. Le 10 juin, à 4h30 du matin, les troupes françaises débarquent à Malte en plusieurs points de l'île. La capitulation de La Valette, capitale de Malte, est quasiment immédiate. Le 13 juin, tous les forts de Malte sont tombés et les chevaliers de Malte sont sommés de quitter l'île sous 3 jours. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, aussi appelé Ordre des Hospitaliers, qui gouvernait l'île depuis 1530, est dissous. En quelques jours, Napoléon abolit l'esclavage. Près de 2000 esclaves barbaresques sont libérés. Il réorganise le culte catholique maltais, nationalise les terres des chevaliers de Malte et met en place une administration moderne avec un nouveau système fiscal et même des réformes éducatives. 15 jours plus tard, à Chabresse, entre Le Caire et Alexandrie, l'armée française d'Orient de Bonaparte écrase les Mamelouks de Mourad Bey, qui disposent de 4000 cavaliers, de 20 canons et de 2000 janissaires, un corps de soldats d'élite de l'infanterie ottomane qui était aussi esclave du sultan. Mourad Bey charge frontalement à la tête de ses cavaliers, mais ils ne peuvent rien contre les carrés d'infanterie français. Les pertes françaises sont minimes, tandis qu'on compte 1 millier de morts ou blessés du côté des Mamelouks. Mourad Bey se replie alors vers le Caire où il va réunir toute son armée. Plus de 10 000 cavaliers mamelouks. Le 21 juillet, les Français arrivent à Mbébé, sur le plateau de Gizeh, et découvrent à la fois leurs ennemis mamelouks et une vue spectaculaire, celle de la grande pyramide de Gizeh, la seule des 7 merveilles du monde qui nous soit restée. Bonaparte harangue alors ses soldats avec cette citation, peut-être apocryphe, mais tout à fait circonstanciée. « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » C'est la fameuse bataille des pyramides, nommée ainsi par Bonaparte dans un souci de propagande. Si les pyramides étaient bien visibles des soldats, la grande pyramide de Gizeh ne se trouvait toutefois qu'à 15 km du lieu des affrontements. Monsieur Ridley Scott a dû oublier de fournir un travail de fond. Bonaparte n'a jamais bombardé la grande pyramide de Gizeh. Mais le 1er août 1798, les Anglais menés par l'amiral Horatio Nelson gagnent une bataille décisive à Aboukir, non loin d'Alexandrie. 11 navires de guerre et 2 frégates sont coulés ou capturés. Le navire amiral L'Orient, anciennement le Dauphin Royal, puis le Sans-Culotte, est détruit à cette occasion. Et Bruet, vice-amiral français, est tué au cours des combats. Cette bataille est un tournant stratégique majeur qui assoit la domination britannique sur les mers jusqu'à la fin de la guerre. Quant aux Français, à présent sans flotte, ils sont bloqués en Égypte. Après la défaite navale d'Aboukir, qui isole l'armée française en Égypte, Bonaparte se concentre sur la consolidation de son pouvoir dans la région. Malgré le blocus britannique, il réussit à imposer une administration efficace, s'inspirant des méthodes administratives françaises, tout en respectant les coutumes et la religion locale. Cependant, conscient de l'impossibilité de tenir l'Égypte sur le long terme sans soutien naval, Bonaparte quitte secrètement l'Égypte en août 1799, laissant le commandement à Kléber. Son retour en France après une désertion est marqué par un accueil triomphal, malgré l'échec final de la campagne. Profitant du désordre politique en France, Bonaparte orchestre le coup d'État du 18 Brumaire, le 9 novembre 1799, dont il ne devait être initialement que le sabre, renversant le directoire et instaurant le consulat, avec 3 consuls à sa tête. Roger Ducos, Emmanuel-Joseph Sieyès et lui-même comme premier consul. Cette période marque un tournant décisif dans son ascension au pouvoir absolu. En s'attribuant le titre de premier consul, Bonaparte s'inspire directement du système politique
de la République romaine. Dans la Rome antique, les consuls étaient semblables à des chefs d'État, jouissant de pouvoirs étendus. En adoptant ce titre, Napoléon renvoie à une image de stabilité et de puissance héritée de l'ancienne Rome. Dans sa volonté de centraliser le pouvoir, Napoléon met en place des préfets, du latin praefectus, pour administrer les départements français, rappelant les préfets romains qui avaient diverses charges civiles ou militaires et qui étaient nommés par les consuls de la République romaine. Le Sénat conservateur, bien que différent de son homologue romain en termes de pouvoir, est un autre hommage à cette institution vénérable de Rome, servant de lien symbolique avec la tradition républicaine romaine, de même que le tribunat. Bonaparte entreprend également de nombreuses réformes administratives et civiles, modernisant le système juridique français et réorganisant l'administration et l'éducation, ce qui a échappé à Ridley Scott. Une des œuvres les plus intéressantes du consulat est la promulgation du Code civil en 1804, une œuvre juridique dite de tradition romano-civiliste qui va s'exporter dans le monde entier. Napoléon dira « Je veux constituer en France l'ordre civil. Il n'y a eu jusqu'à présent dans le monde que deux pouvoirs, le militaire et l'ecclésiastique. Les barbares qui ont envahi l'Empire romain n'ont pu former d'établissements solides parce qu'il manquait à la fois d'un corps de prêtres et d'un ordre civil. Les Romains n'avaient que l'ordre militaire. Constantin, le premier, établit au moyen des prêtres une espèce d'ordre civil. On voit bien ici qu'il s'inscrit dans la filiation de l'empereur Constantin. La France du Premier Empire serait ainsi le nouvel empire romain. Baptisé Code Napoléon, le code civil servira de modèle à de nombreux pays dans le monde. Nous ne sommes pas très loin de l'influence que purent avoir les lois de l'Empire romain en leur temps. Toutefois, il faut souligner que la rédaction du code civil a débuté pendant la Révolution française et qu'ici, le premier consul ne fait qu'hériter d'années de travail législatif et civil. Le premier consul parlera de masse de granit dans une déclaration en 1802 au Conseil d'État, au cours d'une discussion relative au projet de loi sur la Légion d'honneur. L'influence de l'Antiquité romaine est également visible dans les projets d'architecture et d'urbanisme, avec des constructions telles que les arcs de triomphe et les colonnades qui rappellent la grandeur de Rome. Ainsi, en s'inspirant de l'Antiquité romaine, Napoléon a façonné de nombreuses facettes de son règne, contribuant à l'édification d'un État centralisé et puissant et laissant un héritage durable dans l'histoire française. Napoléon se fait sacrer empereur des Français le 2 décembre 1804. Comme on le voit dans le célèbre portrait de Jean-Baptiste Borelli de 1813, ou dans le célèbre portrait Napoléon Ier sur le trône impérial de Jean-Auguste Dominique Ingres, il porte la couronne de laurier d'or des généraux triomphateurs de la Rome antique. Il tient le sceptre de Charlemagne dans sa main droite, ou bien le sceptre avec l'aigle impérial, qui fait encore une fois référence à l'Empire romain. Le seul emblème absent est bien la fleur de lys. Napoléon Ier est un nouveau César, ou un nouveau roi carolingien, mais il ne s'inscrit certainement pas dans la lignée des rois capétiens. Toutefois, les préoccupations militaires reviennent vite troubler l'œuvre symbolique, civile, administrative et politique du nouvel empereur des Français. Après la paix d'Amiens, signée le 25 mars 1802 avec le Royaume-Uni, et qui aura duré 420 jours, William Pitt le Jeune revient au pouvoir et déclare la guerre à la France. C'est le début de la guerre de la troisième coalition, comprenant le Royaume-Uni, l'Empire d'Autriche, l'Empire russe, le Royaume de Suède et le Royaume de Naples, la Prusse se tenant à l'écart. Ulm est une campagne éclair où les troupes de la Grande Armée, plus de 200 000 hommes tout de même, vont parcourir plus de 30 km par jour qui vont conduire à la capture d'une armée autrichienne sous le commandement du général Karl Mack. Cette campagne signe un trait caractéristique de la psychologie de Napoléon. En chasse de l'ennemi autrichien, son premier et deuxième corps d'armée vont traverser le territoire prussien d'Ansbach, violentant ainsi la souveraineté territoriale de la Prusse, mais également sa neutralité dans cette guerre. Napoléon était ainsi prêt à prendre des risques diplomatiques majeurs de long terme pour des avantages opérationnels et tactiques de court terme. C'est à Ulm que Napoléon rencontre le gros des forces de l'armée de Mack. Après une série de défaites importantes à Wertingen face aux maréchaux Murat et Lannes, à Aslak, à Elkingen, et face à la progression rapide et les victoires éclairs de Napoléon, Mack capitule à Ulm les 19 et 20 octobre 1805. Cela conduira ses hommes à plaisanter en disant que Napoléon avait trouvé une nouvelle manière de faire la guerre, avec leurs jambes plutôt que leurs bras. Mais cette campagne éclair ne met pas fin à la guerre, car Napoléon doit encore affronter l'armée russe de Kutuzov, qui se trouve à l'ouest de Vienne, et la Prusse menace d'entrer en guerre en cas d'échec de la médiation avec la Russie et l'Autriche. Napoléon doit donc à tout prix remporter une bataille décisive
pour éviter d'affronter une large coalition. C'est à Austerlitz, le 2 décembre 1805, qu'il obtiendra cette victoire, sans doute le plus grand succès stratégique de Napoléon. Pour comprendre son génie stratégique, nous devons faire un petit aparté pour comprendre la psychologie et le génie du petit caporal corse. En effet, l'esprit de Napoléon était particulier. Il avait une mémoire tout à fait prodigieuse des faits, des lieux et de la géographie, mais moins la mémoire des mots, des dates ou des noms propres. S'il disposait d'un certain génie, il était dans sa capacité à percevoir la disposition des choses dans l'espace, de sorte que lorsque le comte Philippe-Paul de Ségur, chargé de visiter les places du littoral du Nord, lui remit un rapport, le premier consul répondit « J'ai vu tous vos états de situation, ils sont exacts. Cependant, vous avez oublié à Ostende 2 canons de 4. » Et c'était exact. Le comte de Ségur souligne « Je sortis confondu d'étonnement que, parmi des milliers de pièces de canon répandues par batterie fixe ou mobile derrière le littoral, 2 pièces de 4 n'eussent point échappé à sa mémoire. » Autre exemple, au retour du camp de Boulogne, Napoléon rencontre un peloton de soldats qui s'étaient perdus et leur demande leur numéro de régiment. Il opère alors un calcul mental en fonction de leur jour de départ, de la route empruntée et du chemin déjà effectué, et leur répond « Vous trouverez votre bataillon à telle étape ». Et cela alors que l'armée était composée de 200 000 hommes. En cela, lorsque le Napoléon de Ridley Scott décrit un général qui ne fait jamais d'erreur, qui sait précisément où disposer les canons, et qui a une capacité de compréhension tactique hors du commun, il voit juste. Accordons-lui au moins cela. Revenons à la bataille d'Austerlitz pour comprendre comment ce génie se traduit sur le champ d'honneur. À Wischau, le 28 novembre 1805, les forces austro-russes sous le commandement de Kutuzov engagent le combat contre les Français commandés par le maréchal Soult. Le tsar Alexandre assiste à une bataille pour la première fois de sa vie. S'il est d'abord enthousiaste en observant les manœuvres, il est vite horrifié par les morts et les blessés, se retire à l'arrière-garde et refuse de s'alimenter pour le reste de la journée. N'est pas Alexandre le Grand qui veut. À ce stade, personne ne connaît la position et la force des Français, mais les avant-postes français semblent hésitants, timides, et les alliés à Wischau remportent la bataille. Le prince Dolgoroukoff est envoyé auprès de Napoléon fin novembre, qui sort apparemment d'un fossé, sale et mal vêtu. Napoléon lui paraît faible, hésitant et tremblant. En fait, cette défaite et cette situation présumée de faiblesse ont été orchestrées et voulues par l'empereur, qui voulait les attirer vers le terrain de son choix. Napoléon, face à la supériorité numérique austro-russe, adopte une stratégie défensive, feignant la retraite pour affaiblir le moral des coalisés. Il utilise des tactiques psychologiques, comme l'envoi de Savary pour proposer la paix, renforçant la conviction des ennemis d'une victoire imminente. Napoléon dispose stratégiquement ses troupes, gardant une réserve substantielle et positionnant Soult et ses 20 000 hommes pour une contre-attaque surprise sur le plateau de Pratzen. Le matin du 1er décembre, l'armée austro-russe concentre toutes ses forces dans le village d'Austerlitz, au sein des pays tchèques et au niveau du flanc du plateau de Pratzen que les Français viennent d'évacuer. Le fait que les Français abandonnent une position aussi stratégique conduit les Alliés à se convaincre que les Français veulent éviter un affrontement. En conduisant ses hommes à l'ouest et en affaiblissant son flanc droit à l'excès, Napoléon donne aux Alliés l'impression de leur supériorité numérique et tactique. Mais encore une fois, cela fait partie du plan de Napoléon. Le 2 décembre 1805, les forces françaises exploitent le brouillard et la surprise pour attaquer efficacement le flanc des coalisés. Les troupes de Soult prennent d'assaut le plateau de Pratzen, coupant l'armée ennemie en deux. Des combats acharnés s'ensuivent, avec la cavalerie et l'infanterie française repoussant plusieurs assauts ennemis. La garde impériale joue un rôle crucial, notamment dans la défaite de la garde russe. La bataille atteint son paroxysme lorsque l'armée alliée, en pleine déroute, tente de fuir à travers les étangs gelés de Menitz et Setchamp. La glace cède sous le poids des hommes et du matériel, entraînant de lourdes pertes. Toutefois, contrairement à ce que le film de Ridley Scott montre, il n'y a probablement pas eu des milliers de morts. Les Français, plusieurs jours plus tard, n'y retrouveront que quelques cadavres, même s'il est possible que la plupart aient déjà été remontés à la surface par l'ennemi. En tout cas, la victoire de Napoléon est éclatante et marque un tournant, consolidant son emprise sur l'Europe et renforçant encore la légende napoléonienne. Alexandre Dumas dira cela de ce tournant historique dans sa biographie de Napoléon en 1839. Le roi Ferdinand de Naples, ayant violé pendant la dernière guerre le traité de paix avec la France, fut déclaré déchu de la royauté des deux Siciles, que Joseph reçut à sa place. La République batave, érigée en royaume, fut donnée à Louis. Murat reçut le grand-duché de Bergue.
Le maréchal Berthier fut fait prince de Neuchâtel et Monsieur de Talleyrand, prince de Bénévent. La Dalmatie, l'Istrie, le Frioul, Cadore, Conegliano, Bellune, Trévise, Feltre, Bassano, Vicence, Padoue et Rovigo devinrent des duchés. Et le Grand Empire, avec ses royaumes secondaires, ses fiefs, sa confédération du Rhin et sa médiation suisse, fut taillé en moins de 2 années sur celui de Charlemagne. Ce n'était plus un sceptre que Napoléon avait dans sa main, c'était un globe. C'est la campagne de Russie en 1812 qui marque le début de la chute de Napoléon. La Russie décida en effet de lever le blocus continental imposé à toute l'Europe depuis 1806 contre le Royaume-Uni. Dans ce contexte, Napoléon, au sommet de sa puissance, décida d'envahir la Russie à l'été 1812. Ce fut une campagne d'une ampleur inédite qui ne fut sans doute pas égalée avant les guerres mondiales. La Grande Armée reste jusqu'à ce jour la plus grande armée du monde qui n'ait jamais vu le jour. Elle comptait 650 000 hommes. Cette campagne de Russie donnera l'inspiration à des œuvres russes célèbres, comme le fameux Guerre épée de Tolstoï ou l'ouverture 1812 de Tchaïkovski. Par cette invasion, Napoléon souhaitait soumettre le tsar, asseoir la domination française sur le continent et son autorité. Contrairement à ce qui est souvent avancé, Napoléon était tout à fait conscient des risques d'une campagne en Russie. Les préparatifs de guerre ont duré entre le printemps 1810 et l'été 1812. Au bout de 2 mois et après une victoire coûteuse à Smolensk, Napoléon rencontra enfin les Russes à Borodino, qui verra l'affrontement entre la Grande Armée et l'armée russe commandée par Koutouzov, le même qui avait perdu la bataille d'Austerlitz. C'est la fameuse bataille de la Moskova, nommée ainsi par Napoléon car Borodino n'est rien d'autre qu'un petit village insignifiant de l'oblast de Moscou. Les Russes préfèrent l'appeler la bataille de Borodino. À Borodino, Napoléon va encore remporter une victoire tactique, mais ne parvient toujours pas à obtenir une victoire décisive. La Moskova est une bataille de grande ampleur, à tel point que Napoléon la qualifiera lui-même de bataille des géants. Il aura cette phrase parlante: « Des 50 batailles que j'ai données, la plus affreuse est celle livrée par moi devant Moscou. Les Français s'étaient montrés dignes d'être vainqueurs, les Russes avaient conquis le droit d'être considérés comme invincibles. » Impliquant plus de 250 000 hommes, 130 000 côté français, dont 28 000 cavaliers et 587 canons, 135 000 côté russe, dont 25 000 cavaliers et 624 pièces d'artillerie. La Moskova est une bataille sanglante où 30 000 soldats français furent blessés ou tués et jusqu'à 45 000 côté russe. La bataille dura une vingtaine d'heures sans donner un avantage stratégique, politique ou militaire à l'armée française. Napoléon se replia alors vers Moscou. Mais l'entrée dans Moscou se révèle un désastre, la ville étant incendiée et les ressources limitées. La retraite, en octobre 1812, est notamment marquée par la traversée de la Bérésina qui, alors qu'elle est considérée comme une victoire tactique, puisque l'armée française parvient à traverser la rivière, est un échec tragique en raison d'énormes pertes dues au froid, à la faim et aux attaques ennemies. 25 000 soldats y perdent la vie, de même que 30 000 non-combattants. Contrairement à l'idée reçue que c'est l'hiver russe qui est venu à bout de la Grande Armée, il faut tempérer ici avec le regard de l'historien. Les relevés météorologiques démontrent que la météo n'avait pas été si désastreuse jusqu'au moins la fin du mois de novembre. En vérité, sur les 600 000 hommes qui ont participé à l'invasion de la Russie, 100 000 ont déserté, 120 000 ont été faits prisonniers et la plupart ont péri de malnutrition, de maladies ou d'attaques de guérilla par des forces russes irrégulières, telles les Cosaques. La logistique s'avéra être le plus grand ennemi de la Grande Armée, incapable de maintenir un approvisionnement constant et adéquat pour une force de cette envergure en territoire hostile. Les lignes de ravitaillement étaient excessivement étendues, rendant la Grande Armée vulnérable et incapable de soutenir efficacement ses troupes. Du reste, l'armée russe pratiquait la politique de la terre brûlée, détruisant vivres et récoltes sur leur passage. Le départ de l'empereur en décembre 1812 provoqua un effet dévastateur sur les troupes impériales. L'échec de la campagne de Russie marque un tournant décisif dans les guerres napoléoniennes. La défaite affaiblit considérablement la puissance militaire de Napoléon et commença à éroder son influence politique en Europe, avec les puissances européennes coalisées reprenant progressivement l'avantage. La Grande Armée, autrefois invincible, fut réduite à une ombre de sa grandeur passée et la confiance de ses alliés européens en Napoléon fut ébranlée. Cette déroute de Russie précipitera par la suite la déroute de la Grande Armée, la campagne de France et l'abdication de Napoléon Ier. Exilé sur l'île d'Elbe, il s'échappera et reconquérera la mère patrie après un épisode devenu célèbre où il rencontre les soldats du 5e de ligne à La Fraye et les harangue. Soldats du 5e de ligne, reconnaissez votre empereur.
S'il en est qui veut me tuer, me voilà. Aucun soldat ne tira, et les soldats se rallièrent au cri de « Vive l'empereur !» La fin, nous la connaissons tous, c'est la fameuse bataille de Waterloo, qui est une déroute militaire, et l'exil sur l'île de Sainte-Hélène, en plein milieu de l'Atlantique Sud, où l'empereur des Français finira ses jours. L'héritage de Napoléon et du Premier Empire français est considérable, et l'influence sur le devenir des sociétés européennes est absolument déterminante. Un sentiment national vigoureux commença à émerger en Pologne, en Italie, dans les États allemands, en Prusse, aux Pays-Bas, tant dans les élites intellectuelles et économiques qu'auprès du peuple. Le 19e siècle sera ainsi le siècle des nationalismes, en grande partie à cause des guerres de la Révolution et de l'Empire, qui ont suscité l'émergence des nations modernes. Citoyens, nous arrivons au bout de cet épisode des Odyssées de l'Histoire. Napoléon voulut, au travers de sa gloire personnelle bien sûr, asseoir une France de la grandeur et de la magnificence, servie par son audace et son génie. Mais il tourna aussi le dos à des idéaux de la Révolution, le plus tristement célèbre étant le rétablissement de l'esclavage dans les colonies. Et surtout, le régime reposant sur sa légitimité personnelle, établi sur sa gloire personnelle, le condamna à faire la guerre en permanence. N'oublions pas que les monarchies européennes ne lui pardonnèrent jamais d'avoir été agenouillées par un petit nobliau, autant qu'elles continuèrent de redouter le spectre révolutionnaire. L'Antiquité, et notamment l'héritage romain, fut une immense source d'inspiration, de Clovis à Napoléon, de la Renaissance à la Révolution française. Perçue comme la quintessence d'une civilisation puissante et prospère portée par la vertu, la beauté, la philosophie, cette période certes idéalisée, voire mystifiée, fut, dans l'esprit des hommes, un moteur de progrès. Elle est à l'origine de la démocratie, des principes républicains, du génie du droit, des idéaux de liberté, d'égalité, de conscience libre. C'est convaincu de cela que les hommes du XVIIIe siècle, dont était Napoléon Bonaparte, pensèrent un retour à un état initial et de fait firent leur révolution. Citoyens, nous concluons cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la diffuser largement, car n'oubliez pas que la connaissance, ça se partage et ça se dispute. Salut et fraternité, citoyens.